arrive progressivement à la non-violence, mais avant, qu'est-ce que vous faites au niveau de la non-violence? C'est des interventions dans les écoles, c'est des conférences? Il y a plusieurs protocoles, bien évidemment. Hein. On a commencé par former des gens. La non-violence, ça s'apprend. Donc on a commencé à former des gens. On a dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont... On s'est mis en réseau avec toutes les organisations françaises et européennes qui travaillent dans ce domaine, et il y en a qui travaillent dans l'ombre depuis des décennies. Des penseurs, des philosophes, des acteurs, des formateurs. Donc on s'est mis en réseau avec eux, on a commencé à former des gens localement, et on a aujourd'hui plusieurs protocoles d'intervention qui peuvent être donc des journées de formation dans tous les milieux, professionnels, éducatifs. Ça peut être 1 journée, 2 journées, 3 journées. Ça, c'est un protocole de formation. Ça intervient dans les prisons, par exemple. Il y a aujourd'hui des prisons qui reçoivent des formations à la non-violence. On a un protocole qui est celui de conférences que moi je donne à travers toute la France, y compris en Suisse, en Belgique, et j'en ai fait pas mal ces dernières années, plus de 400. Et je dois vous dire qu'on reçoit 3 demandes par semaine. On a des protocoles avec un parcours expo qu'on expose dans des écoles, dans des mairies, etc. etc. Et puis après, différents événements. Disons que ça, c'est un peu le trépied de nos protocoles d'action en domaine de la non-violence. Et ça touche absolument tous les domaines. Ça va du club de football à l'entreprise, à un lycée, à un collège, à une prison, à des citoyens qui disent demain, moi dans ma ville, on est un groupe de parents, on voudrait très bien découvrir, goûter un petit peu à cette boussole dont vous nous parlez et qui apparemment a des capacités transformantes dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, quelle que soit la profession d'ailleurs. Aujourd'hui, la violence, elle vient se nicher dans les salles à manger, dans les cours d'école, sur les écrans, dans les prisons, dans la vie de tous les jours. Bref, et là, il y a un champ d'investigation qui est assez extraordinaire. Alors cette violence, parlons-en maintenant, pour amener justement à non-violence. On dit la violence, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Donc elle est innée à nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai? Et puis quelles sont aussi derrière les capacités de non-violence, les outils de non-violence? Je vais te laisser développer maintenant cette partie-là. Avant, est-ce que vous entendez bien au fond? Est-ce que vous nous entendez bien? Très bien. Très bien. Parfait, merci. C'est une très belle manière d'introduire le sujet. Quand tu me dis l'homme est un loup pour l'homme, voilà un mensonge qu'il faut absolument contredire et qui pourtant est bien ancré en nous. Et vous verrez que ce n'est pas Jean-François Bernardini qui vient le contredire, mais c'est tout autre chose, et j'en parlerai au cours. Donc si vous le permettez, comme tu me le dis, c'est d'évoquer un petit peu ce thème. Reconnaissons quand même qu'un Corse qui parle de non-violence, c'est un peu canal inattendu, non? Bien, voyez, c'est très très bon pour le caractère. Parce que justement, ça vous donne des ailes encore plus fortes. Je reconnais que, par exemple, si je vous dis que la Corse est aujourd'hui la première région de France pour le nombre de formations et d'initiations à la non-violence, vous allez dire, bon, ça ne rentre pas forcément dans le portrait robot que je connais. Et pourtant, c'est la réalité. Je reconnais qu'effectivement, quelques années, personne ne m'aurait invité, moi, Corse, à parler de non-violence. Je dois vous dire que moi aussi, j'ai eu peur du ridicule. Je ne suis donc ici ni spécialiste, ni expert, ni diplômé, ni formateur en non-violence. Je suis un usager, je suis un candidat. Je suis un candidat à la non-violence. Et je suppose que nous le sommes tous, un peu d'une certaine manière. Mais je viens de vous parler de ce vécu qu'on a débuté en 2011. Et en fait, quand vous parlez en non-violence, je me rends compte que je viens vous parler d'une inconnue. D'une illustre inconnue. Et comme toutes les illustres inconnues, nous croyons tout savoir d'elle. Nous l'avons déjà dans notre tête, on a notre petite réponse, on a notre petit truc, etc. Et cette inconnue, figurez-vous qu'elle est potentiellement en chacun de nous. Mais nous ne le savons pas, nous ne le savons plus. Elle correspond totalement à notre nature. Elle est même d'utilité publique. Mais elle ne l'est pas encore reconnue comme telle. La non-violence, contrairement à ce que l'on croit, c'est qu'avant tout, elle a besoin de citoyens debout, de chercheurs de justice et de combattants. Je viens vous parler en fait d'une force qui est en nous, qui est notre nature profonde, que nous bafouons, que nous ignorons. Mais je viens aussi vous parler de la méthode, de l'outil, de la boussole, de la philosophie qui est sans doute la plus efficace pour renverser l'injustice et le mensonge, voire même les dictatures. Et là, c'est une force incroyable. Alors vous allez me dire, ça reste à prouver. Eh bien justement, c'est ça dont nous allons parler. Le défi de la non-violence, c'est qu'il faut cultiver la paix. Pour cultiver la paix, eh bien, mes amis, il faut cultiver le combat. Car la paix n'est pas un fruit qu'on va cueillir un beau matin, comme par enchantement, en disant c'est la paix. Ce qui menace la paix dans le monde, puisque c'est un peu le thème,
Ce ne sont pas les conflits, figurez-vous. Ce qui menace la paix, c'est l'idéologie qui fait croire que la violence est le seul moyen de résoudre les conflits. Il n'y a que par la violence que tu peux régler les problèmes. Ça, c'est le plus gros mensonge. Il n'y a que la violence. Il n'y a que ça qui peut régler les problèmes. Et l'autre mensonge, c'est celui qui nous fait croire que nous serions réduits à lâcheté, passivité. On ne peut rien faire. Le mot paix, il est intéressant puisque vous l'avez employé dans le titre de cette intervention. C'est un mot avec lequel il faut être extrêmement vigilant. Pour moi, c'est un mot statique. Un mot très beau, bien évidemment. C'est un mot statique. Souvent instrumentalisé, avec lequel on peut énormément tricher, parce qu'évidemment, quand Bachar el-Assad parle de paix, ok, qu'est-ce qu'il met là derrière? Quand Poutine parle de paix, ok. Mais surtout pour moi, c'est un mot qui ne nous dit rien des moyens nécessaires pour construire la paix. Il ne nous dit pas comment on y arrive. Il nous dit la paix, on veut la paix, tous on veut la paix, bien évidemment. Mais comment on y arrive? Comment on la construit? On nous a appris, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Prépare la guerre, c'est-à-dire la guerre ou rien d'autre. Tu veux la paix? Ben, prépare la guerre. La guerre ou rien d'autre, c'est-à-dire prépare-moi le pire. C'est en fait ça qu'on nous dit. Et on ne connaît que cela. Hein, il faut écraser l'autre. Et depuis 8000 ans, on a des sociétés avec des règles, avec des pensées, et surtout un langage, parce qu'on a les mots qui vont avec, qui nous dressent justement à ça. Ce que Marshall Rosenberg appelle, je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais la langue, Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non violente, il dit, vous savez, tout commence par les mots qu'on utilise. Il dit, alors il a fait un paradigme très intéressant, il a parlé de la langue chacale, la langue qui juge, qui stigmatise, qui généralise. Vous encore, c'est tous pareils. Hein. En banlieue, ils sont tous et tous de la racaille. Bref, qui généralise, qui condamne. Et puis la langue girafe, qui elle est la langue de la bienveillance. Bref. Et nous avons comme ça, dans notre univers, tous les mots qu'il faut justement pour nous préparer et pour être conformes à ce genre de paradigme. Et justement, et bien sûr, cette violence, nous l'exerçons non seulement dans nos relations, mais nous l'exerçons aussi vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux, évidemment. Et si nous essayons justement autre chose, si tu veux la paix, vous voulez la paix, bien préparons la justice. Équipons-nous pour l'obtenir, la justice, pour la construire. Équipons-nous pour être et pour agir ensemble. Parce que c'est là où il y a une force, le pouvoir des sans-pouvoirs dont on parlait. Et dans cet autrement-là qui est possible, ce refus justement de la violence comme une fatalitas, c'est la violence, c'est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, nous n'en sortirons jamais. La non-violence a quelque chose de très important à nous dire. Alors je voulais souligner que ce mot non-violence au départ c'était le ahimsa de Gandhi. Ahimsa, ça veut dire, imsa c'est la destruction, destructivité. Ahimsa, le A privatif. Je m'interdis de détruire. Je m'interdis d'abîmer l'autre. Je m'interdis la malveillance vis-à-vis de l'autre. Et Gandhi disait, vous savez, la non-violence, il est bien sûr présenté très souvent comme l'inventeur de ce concept, à juste titre, mais lui, il disait, mais vous savez, la non-violence, c'est aussi vieux que les montagnes. Nous l'avons en nous, c'est en l'être humain. Et pourtant, vous allez voir combien elle est innovante dans la société d'aujourd'hui. Parce que non-violence, il y a souvent des gens qui disent, mais le mot, il est ambigu, non-violence. En fait, ça implique beaucoup de oui. Et c'est ça où il nous intéresse. C'est oui à la vérité. On ne peut pas résoudre un conflit sans la vérité. Il faut se battre pour la vérité. Il faut que la vérité soit nommée. Oui à la bonne analyse. Oui à la bonne méthode. Oui aux moyens nobles pour défendre des causes nobles. Oui au courage. Oui à l'imagination. Oui à l'humour, à l'insolence. Oui à l'équipement de vie. Et surtout non à l'équipement de mort qu'on nous propose très très souvent. Donc vous voyez, la non-violence, elle a besoin de combattants. Elle a besoin de chercheurs de justice. Et je me rends compte, bien évidemment, et nous nous rendons compte combien non-violence et éducation, non-violence et communication, non-violence et écologie, non-violence et économie sont profondément liés et se complètent mutuellement, bien évidemment. Donc, c'est Khalil Gibran qui dit « Ce que je te dis n'a pas de sens. Ce que je te dis n'est que la moitié de la vérité. Mais je te le dis pour que nous puissions ensemble chercher la deuxième moitié. » Et voyez, donc, je n'ai ici pas de catéchisme à professer, je vais simplement vous dire que cette demi-part de vérité, elle peut nous aider énormément à avancer ensemble. Et donc, je suis convaincu ici qu'on a droit à autre chose que cette
que ce qu'on nous propose, cette fatalité de la violence, dont on a parlé un petit peu d'Oumani, on a lancé ce programme il y a 6 ans, et avec une conviction, c'est que d'une main on nous dit la violence est inéluctable, on ne peut rien changer, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Et de l'autre main on nous dit on ne peut rien faire. Eh bien nous disons qu'il y a autre chose qui est possible. Et donc c'est cette conviction qui nous a d'abord guidés, cette intuition, que tous et partout nous avons droit à autre chose. Et c'est là où je dois vous dire que depuis 2011, les résultats que nous obtenons sont assez époustouflants. Depuis 2011, ce programme il a touché plus de 45 000 personnes, adultes et juniors, qui ont au moins consacré 2 heures de leur temps, des fois 1 jour, des fois 2 jours, des fois 3 jours d'initiation, de découverte à la non-violence. Nous avons le rectorat de Corse, par exemple, a été le premier rectorat de France à demander à tous les établissements scolaires d'ouvrir leurs portes à ces formations. Quand j'ai dit ça à des acteurs de la non-violence ailleurs, ils m'ont dit « mais c'est une révolution, ça ne s'était jamais passé avant ». Bref, aujourd'hui, ce sont des recteurs de différentes régions de France qui nous demandent en audience pour parler de ça. Nous avons l'IUT de Saint-Denis, par exemple, dans le 93, était le premier IUT de France depuis 3 ans à proposer des modules de non-violence à ses étudiants. Incroyable. Ils étaient 120 inscrits cette année. Et je peux vous dire que ça n'est pas terminé. C'est le premier IUT. Mais vous verrez que dans quelques années, ça se répandra au niveau de toute la France. Des clubs de football professionnels comme l'AS Saint-Étienne, la JOCR aujourd'hui, intègrent ces formations à leurs footballeurs, aux jeunes qu'ils reçoivent tous les ans, etc. L'École normale supérieure de Paris va organiser en novembre prochain 2 journées entières sur la non-violence. Symboliquement, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'était impensable il y a quelques années. J'ai réfléchi en venant ici au mot paix aujourd'hui et je me disais que ce qui nous intéresse véritablement dans la paix, c'est tu le disais, les prototypes qui marchent. J'entendais le témoignage, j'avais eu l'occasion de l'écouter dans une conférence, le maire d'une petite ville qui se trouve à 25 km de la Belgique. Cette ville s'appelle Grande-Synthe. C'est une ville, je ne sais pas si tu la connais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une ville en transition. C'est une ville qui a été totalement à la dérive, quoi, après les échecs de la sidérurgie, de la pétrochimie, les usines ont fermé, etc. Et Damien Carême, son père était maire avant, et ils sont arrivés dans cette ville, il y avait 1 millier d'habitants il y a quelques années. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se sont dit, mais c'est incroyable, nous qui venons de la campagne, dans cette ville, il n'y a pas d'arbres. Ils ont commencé à planter des arbres. Ils ont dit, on veut une ville campagne et pas une ville béton. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à Grande-Synthe? C'est un prototype extraordinaire, c'est la capitale de la biodiversité. Aujourd'hui, 40 ans après, à Grande-Synthe, chaque habitant a droit à un jardin de 120 mètres carrés. Les écoles de la ville sont en nourriture biologique depuis 2012. Toutes les écoles. L'éclairage public est en énergie renouvelable. Les habitants se sont passionnés pour dire nous allons planter une forêt autour de la ville. Il y a des jardins partagés sans pesticides qui ne coûtent rien. On a planté des arbres en pleine de la ville. Les bâtiments publics sont tous en bâtiments basse consommation. Des jeunes se sont formés à l'apiculture en disant mais l'apiculture c'est un truc incroyable. C'est très bien que les abeilles sont les ouvrières les plus. Ils se posent la question qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. Le personnel communal est en vélo électrique pour tous les circuits, etc. Le transport en commun sera gratuit pour tous dans 2 ou 3 ans. Ils ont créé des quartiers éco-responsables. Ils ont 64% de logements sociaux sur la ville. Ils n'ont pas de SDF dans la ville. C'est-à-dire que, vous voyez ce genre de prototype qui existe. C'est un exemple pour montrer comment on construit la paix, pour moi. C'est un exemple édifiant pour montrer comment on construit la paix. Non seulement la paix dans les gens qui partagent la même ville, le même territoire, mais la paix avec la planète, la paix avec l'avenir, la paix avec la génération future. C'est-à-dire comment, justement, on repense la prospérité. Et ça, c'est une paix sur Terre qu'on peut toucher, qu'on peut vivre. C'est ça ce qu'on appelle la salutogénèse d'une société. Comment on construit la bonne santé d'une société? Voilà une manière d'y aborder. Et ça, c'est très, très concret. Et voyez, à Grande-Synthe, les lois sont les mêmes qu'en Corse, à Paris, sur la Côte d'Azur ou ailleurs. C'est exactement les mêmes lois. C'est exactement les mêmes citoyens, c'est des citoyens français. Sauf que là, il y a eu une dynamique, il y a eu des changeurs de monde qui se sont impliqués, il y a une cohérence qu'ils ont trouvée. Vous voyez comment on peut à la fois rêver la paix,
Puis comment elle est possible? Comment elle est accessible? Bref. Alors, peut-être qu'un jour, on va suggérer un jumelage entre Grande-Synthe et Metz, allez savoir. Je dois vous dire que, personnellement, je vous disais tout à l'heure, j'ai donné plus de 400 conférences à travers des lycées, des collèges. Je suis toujours époustouflé de voir la capacité transformante que peut avoir la non-violence, ne fût-ce qu'en 2 heures, devant 500, 600 ou 400 collégiens, lycéens, dans une prison ou ailleurs. Peut-être que tout à l'heure, il y aura des questions là-dessus, on les évoquera, mais la capacité transformante est assez incroyable. Vous allez me dire comment on peut être non-violent aujourd'hui, comment ne pas l'être. Les derniers événements que traversent nos pays ne font que justement accentuer cette urgence parce qu'on se tourne vers les ressources de la non-violence. L'intérêt pour cette boussole, effectivement, même si on parle d'une inconnue, on se dit peut-être qu'elle peut nous rendre quelques services. Ne la connaissant pas, comme je disais tout à l'heure, la tentation, vous le remarquerez autour de vous, c'est de dire bon, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous êtes contre la violence. Vous faites un truc contre la violence. Et moi je dis toujours, non, figurez-vous que nous ne faisons rien contre la violence. Parce que la violence est une énergie. La violence, elle peut naître d'une colère, d'une injustice. Quand on voit l'injustice, il est normal d'être en colère. Zola, il a écrit « J'accuse » parce qu'il était très en colère. La violence, elle peut créer quelque chose de digne, de défendable, parce que la colère est une énergie, comme le solaire, tu vois, cher Thierry. La colère est une énergie. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Je souffre, je fais souffrir. J'ai mal, je fais mal. Je suis très en colère, je m'en prends à l'autre. Donc la violence, il faut la prendre au sérieux. Et la non-violence, elle prend très au sérieux la violence qui s'exprime. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta colère? Et c'est là où la non-violence vient te dire, mais tu sais qu'il y a mieux à faire. Gandhi, d'ailleurs, il disait « Je préfère la violence à la lâcheté ». C'est drôle d'entendre ça dans la bouche de Gandhi. Mais il rajoutait tout de suite « Mais je pense que la non-violence est plus efficace ». Et c'est là où il nous invite véritablement. On peut réduire la non-violence à un vœu pieux, en disant « Bon, d'accord, qu'est-ce que c'est? C'est des bobos qui veulent la paix dans le monde. Ok, c'est bien, on peut rêver, bien évidemment, mais c'est totalement utopique. Pour être non-violent, en fait, il faut être doux comme un agneau, il faut offrir l'autre jour. Vous allez voir que c'est beaucoup plus exigeant que ça. Ça, c'est la première erreur. D'autres diront la non-violence, c'est le camp des faibles. C'est ceux qui n'ont pas le courage de se battre. Parce qu'effectivement, les courageux, vous le savez très bien, ils prennent des armes, ils dégainent assez vite. Hein. Courageux, bref. Les vrais courageux, c'est autre chose. L'utopie, donc, de la non-violence. Et si c'était la violence qui était une utopie? En fait, la violence ne résout durablement aucun des problèmes qu'elle prétend résoudre. Aucun. Il y a une incompétence universelle de la violence à régler durablement quelques problèmes que ce soit. Ni dans les salles à manger, ni dans les écoles, ni dans les prisons, ni dans les quartiers, ni en Syrie ou ailleurs. Et si les utopistes, justement, c'était ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça. Mes Kalachnikov, tes drones, mes rafales, mes bombes, etc. Bref. Gandhi disait « œil pour œil, on va tous finir aveugles ». Vous savez qu'aujourd'hui, à l'aéroport de Moscou, il y a un magasin Kalachnikov. C'est drôle, hein? Vous pouvez acheter votre t-shirt Kalachnikov, votre enfant, il va acheter. Bref. Effectivement, d'un point de vue de la non-violence comme une utopie, il y a une étude qui le démontre comme jamais ça n'a été démontré. C'est un livre qui a été écrit par 2 universitaires, Erika Chenoweth et Maria Stéphane, brillantes. Elles ont fait ce que jamais aucun universitaire n'avait fait. Elles ont examiné tous les conflits qu'elles ont pu trouver dans le monde depuis 1900. Plusieurs dizaines. Et elles ont dit, ça s'appelle « Why Civil Resistance Works ». Ce livre n'est pas encore traduit en français. Pourquoi la résistance civile est efficace. Elles ont examiné attentivement tous ces conflits. Et qu'est-ce qu'elles observent? Elles disent, quand vous utilisez la violence, vous perdez 2 fois plus souvent. Quand vous utilisez la non-violence, vous gagnez 2 fois plus souvent. Drôle de démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, la non-violence, ce n'est donc pas renoncer à lutter. C'est lutter plus efficacement. Et c'est souvent triompher. Je vous signale que les révolutions arabes ont été inspirées, ce qui s'est passé en Tunisie par exemple, même si on peut estimer que ce ne sont pas des révolutions accomplies aujourd'hui, mais elles ont toutes été inspirées par ce livre de Gene Sharp, grand penseur de la non-violence, je vous invite à regarder sur les réseaux, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle « De la dictature à la démocratie ».
Je vous jure, c'est une bombe, une vraie bombe. Et dedans, il expose tous les moyens de la non-violence. Il a été traduit en arabe. Et c'est cet ouvrage-là, on a dit, ouais, c'est les réseaux qui ont fait la révolution. Non, c'est que cet ouvrage-là, il a donné les clés aux militants et aux gens qui s'insurgeaient ailleurs. Bref. Alors, je voulais vous donner juste comme ça quelques fondamentaux de la non-violence, pour vous dire un petit peu ce qu'elle est. La première chose, je l'ai dit, la vérité. L'analyse des réalités, le courage de dire la vérité. Je paye le prix pour que la vérité soit dite. D'accord ? Vous savez très bien qu'on est dans une société où dire la vérité coûte de plus en plus cher. Vous connaissez le concept des lanceurs d'alerte ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? Vous avez vu ce qu'on paye comme prix quand on est Karim Ben Ali, qu'on travaille chez ArcelorMittal, qu'on va tous les jours déverser des hectolitres d'acide dans la forêt et qu'on se filme un jour en disant « mais c'est scandaleux, il y a de la fumée qui sort de la terre, je vois des sangliers morts », il publie ça sur les réseaux, il est débauché, il est pestiféré, plus personne ne veut l'embaucher. Le prix de la vérité va être de plus en plus cher à dire. Et justement, il faut isoler ces gens-là. Et qui travaillent dans une banque, qui travaillent ailleurs, quand tu dis la vérité, tu vas payer très cher. Et vous allez tous apprendre qu'il faut se la fermer quand vous touchez à des choses précieuses. Ce sont des exemples édifiants. Nous avons organisé de ce point de vue-là une journée de l'alerte citoyenne en Corse qui était édifiante. Je vous invite d'ailleurs à assister au salon des lanceurs d'alerte qui aura lieu au mois de novembre à Paris, auquel d'ailleurs nous participerons. Donc la vérité. La deuxième chose, les moyens. Tu veux lutter? Quels moyens tu veux utiliser? On disait tout à l'heure des moyens nobles pour des causes nobles. C'est-à-dire l'imagination, la créativité. Gandhi disait les moyens sont aussi importants que la fin. Si tu utilises les mauvais moyens, en face tu auras là. Hein. La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Quelle graine tu mets? Tu mets la graine de la violence, tu obtiendras la violence en face. Donc les moyens, deuxième chose. Troisième chose, c'est ce qui fait la force de la non-violence, c'est que tout le monde peut participer. Les enfants, les grands-pères, les grands-mères, c'est le peuple, c'est la confiance du peuple, c'est la force du peuple, des sans-pouvoirs. Le plus petit pas que chacun peut faire. Et quand la non-violence est là, regardez quand le 21 mars, les Italiens luttent contre la mafia en Italie. Ça, c'est un sacré combat, non? Eh bien, vous avez toutes les familles qui sont dans la rue, mafiano. Les grands-mères qui ne peuvent pas marcher, elles mettent des draps blancs aux fenêtres. On est avec vous. Tout le monde participe. Et croyez-moi, c'est un sacré combat. Donc, la confiance, le pouvoir des sans-pouvoirs. Quatrième point, le respect fondamental de l'intégrité humaine. On ne combat pas des hommes, on combat des systèmes, on combat des injustices. Et quand même on les combat, on les respecte. Et avec la non-violence, on peut même transformer l'adversaire en partenaire. Gandhi l'a prouvé. Il dit, on peut même transformer votre adversaire d'un jour en allié. Enfin, la compétence. C'est que la non-violence, ça s'apprend. C'est notre nature. Je vous le dirai tout à l'heure, les neurosciences le prouvent aujourd'hui. La violence n'est pas notre nature. Elle est une violation de notre nature. Donc, dire la compétence, l'imagination, vous savez, je pensais aux Polonais qui, sous l'ère de Solidarność, comme ils protestaient contre une télévision d'État qui leur disait des mensonges tous les soirs, vous savez ce qu'ils faisaient? Comme il était difficile de l'affronter publiquement, le soir à 20h, ils prenaient leur télévision, ils allaient dans les rues, ils la mettaient dans une brouette et ils marchaient avec leur télé dans leur brouette. C'est drôle, hein? On ne peut pas interdire quelqu'un de marcher avec sa télé dans sa brouette dans les rues. Hein. Mais quand vous prenez ça en photo et que vous faites circuler ça dans le monde entier, je vous jure, c'est une attaque que les puissants craignent par-dessus tout. D'accord? Bon. Donc, la compétence, l'imagination, et je pense à ce petit livre de Gene Sharp qui vous donne des recettes, etc. Je disais tout à l'heure, la non-violence en France, c'est une inconnue. Est-ce que la non-violence est enseignée, figurez-vous, dans toutes les grandes universités du monde? Harvard, Cambridge, Boston, Yale, etc. Toutes les grandes. Oslo, etc. Bref. Est-ce que vous savez qu'en France, il n'y a pas une seule université où on enseigne la non-violence? Il n'y a pas une seule chaire universitaire en France où on s'intéresse à la non-violence. Elle n'est enseignée nulle part. Si vous vous demandez pourquoi, c'est une question très intéressante. Demandez-vous aussi si les puissants ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer les choses efficacement. Pas du tout. La non-violence, ça fait des Martin Luther King, des Gandhi, des Rosa Parks. Ça fait des révolutions qui peuvent aboutir. Et bien sûr, vous l'aurez compris, et en contrepartie, la violence, elle est un marché parfaitement organisé. Elle est là tous les jours, dans les écrans, dans les trucs, etc. Bref, la violence est un marché. Vous allez vous poser la question, qui investit dans la non-violence aujourd'hui? Qui investit? Il
Il y a quelque part, il y a la société civile, ouais. Il y a vous ce soir qui dit, tiens, le sujet, ça vaut quand même la peine. Bref. La non-violence, elle nous invite à considérer le conflit. Vous savez ce mot qui fait peur, le conflit. Le conflit fait partie de la vie. Tant que nous serons vivants, nous aurons des conflits. Dans notre vie familiale, dans notre vie personnelle, nous aurons des conflits. Le problème, c'est que nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Et quand on a un conflit, souvent c'est priorité, violence. Mais le conflit ne nous condamne pas à nous faire la guerre. Le conflit ne nous condamne pas à ça. Ou bien alors, on refoule le conflit en disant non, laisse tomber, il n'y a pas de... Laisse tomber. Parce qu'on a avec nous des petits réservoirs de violence. On a compris que quand il y a conflit, on finit comme ça. C'est symptomatique de voir qu'en Corse, très souvent, je vois des mamans qui disent arrête, laisse tomber, il n'y a pas de problème. Il y a derrière tout un vécu. Il y a derrière, en Corse et ailleurs, il y a derrière des petits réservoirs de violence, des petits sacs à dos de violence. Et on sait que ça peut très mal finir. Donc, on oublie. Bien sûr, Abraham Maslow, d'ailleurs, qui est un chercheur américain, il disait, vous savez, on n'est pas éduqué pour le conflit. Il a bien raison, il a dit, si vous ne connaissez que le marteau, l'outil, le marteau, il a dit, la tentation, c'est de transformer tous les problèmes en clous. Et vous tapez sur les clous. Sauf que tous nos problèmes ne sont pas des clous. Et qu'il ne suffit pas de taper sur les clous pour dire, là, je vais régler le problème. Tu vas voir que moi, je vais le régler, le problème. Tu ne le règles pas. Tu l'enfonces et tu ne fais que créer un problème supplémentaire. Tu viens de rajouter du mal au mal. Eh bien, très souvent, c'est ce que nous faisons. Très souvent, c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Donc, quand un enfant fait une colère, je prends des situations très concrètes, la réaction spontanée des parents, c'est de dire, bon, maintenant, tu commences à me... Et ça dépasse tes bornes. Et tu rentres dans un engrenage. Et puis tu ne sais plus comment sortir. Et puis tu fous une baffe. Et puis tu peux même foutre une bonne fessée. La fessée, ça fait du bien, figurez-vous, à celui qui la donne. Vous avez eu peur? Oui. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Hein, vous avez eu peur. Hein. Eh bien, justement, la non-violence, elle vient nous dire, mais il y a beaucoup mieux à faire, tu peux faire beaucoup mieux. Et ce qui est merveilleux avec la non-violence, c'est justement quand elle se frotte aux situations concrètes. Parce que la non-violence, ce n'est pas des causeries, ce n'est pas ça. C'est équipé. Comment je suis équipé? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, on a connu en 2015 les événements de Charlie. 2 semaines après Charlie Hebdo, on entendait bien sûr autour de nous, je suis Charlie, sans doute vous étiez dans les villes, moi j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai vu dans Paris des choses que je n'avais jamais vues auparavant, et on entendait je suis Charlie. Vous avez remarqué que quand une tragédie intervient, la première chose que l'on cherche, c'est l'appartenance. Pas besoin de mots d'ordre, on est tous dans la rue et on est ensemble. Et vous voyez des gestes que vous n'avez jamais vus. Parce que l'appartenance à une communauté, à un groupe, à une société, est un besoin fondamental pour l'être humain. Et nous y reviendrons. Et c'est ça dont nous avons besoin. J'ai besoin d'être peuple. J'ai besoin d'être ensemble. J'ai besoin de resserrer. Bref. Mais on a entendu aussi, moi je ne suis pas Charlie. Et on disait aux enseignants en particulier, je parle d'eux parce qu'on leur disait, mais lundi il faudrait parler de ça. Hein. Et moi j'avais des amis enseignants qui m'appelaient et me disaient, mais tu sais Jean-François, on nous demande de parler de ça, mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte là-dessus quoi? Comment tu argumentes? Je vous jure, ça m'a fait réfléchir. Hein. Ça m'a fait veiller quelques temps hein, et quelques nuits hein, en me disant, mais comment on répond à ça? Comment la non-violence peut nous aider? Effectivement, s'il y en a qui disent, Charlie c'est bien fait pour eux, ils l'ont cherché, c'est qu'il y a blessure. Et vous connaissez bien, comme je suis blessé, je blesse. Normal. J'ai mal, je fais mal. Je souffre, tu vas souffrir. Je souffre, vous allez souffrir, la société. C'est bien fait pour eux. Bien fait pour eux, ça veut dire qu'on n'est déjà plus ensemble. Il y a eux et nous. Hein. Comment répondre à cela? Effectivement, 15 jours après, je m'étais un petit peu après, je me retrouve dans un amphithéâtre, dans un grand lycée de France. Dans un lycée de France, tout simplement. Il y avait 450 élèves. C'était assez bouillonnant, d'ailleurs. Le proviseur, dans ce cas-là, vous savez, il vous donne très vite la parole. Hein. Ah oui, je vous jure. Il vous dit, M. Bernardini, c'est à vous. Hein. Et là, vous êtes 2 heures avec 500 juniors qu'il va falloir captiver. C'est un exercice fabuleux, auquel il faut énormément se préparer. Parce qu'à la moindre, ils vous oublient, vous n'existez plus. Effectivement, ils écoutent, comme 99,99 fois sur 100, ils écoutent dans un silence incroyable. C'est ce qui épate d'ailleurs toujours,
les éducateurs qui sont là, mais comment vous faites? Non, j'ai dit, écoutez, je ne fais rien du tout. Je pense qu'il faut se préparer parce que c'est un travail extrêmement... Et effectivement, au bout d'une heure, ils prennent la parole, quelques questions, et puis la question, elle arrive. Jean-François, vous avez dit des trucs, là, c'est intéressant, mais vous n'avez pas parlé des événements. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous n'en parlez pas parce que ça gêne tout le monde. Parce que Charlie, nous Charlie, on n'est pas Charlie. On n'est pas Charlie, on ne fera pas la minute de silence. On ne fera pas, avec le consentement de quelques dizaines. Effectivement, je l'ai laissé s'exprimer. Je vous rappelle que 7, 8 et 9 janvier 2015, cela a coûté 20 vies, 17 innocents, 17 victimes innocentes et 3 tireurs qui ont fini par mourir. 7, 8 et 9 janvier. Je l'ai laissé s'exprimer. Une fois qu'il s'est exprimé, j'ai dit à toi maintenant quoi. Alors j'ai commencé par le remercier. J'ai dit, tu vois, d'abord je te remercie de ce que tu viens de dire, ce qui l'a étonné d'ailleurs. Parce que si tu l'exprimes, tu l'as exprimé clairement devant tes camarades, c'est qu'il y a un truc qui te brûle en toi, quoi. Je te remercie de l'avoir fait, à visage découvert, avec des mots. Je te remercie. J'ai dit, tu vois, je ne suis pas un inconditionnel de Charlie, je lis Charlie Hebdo. J'ai dit, mais il y a des fois où je me dis, tiens, donc je n'ai aucun problème à comprendre que tu puisses te sentir humilié, blessé, inconfortablement, dans une position inconfortable par rapport. J'ai dit, d'ailleurs, tu m'as dit que tu étais musulman. Il m'a dit, oui, je suis musulman. J'ai dit, tu vois, en plus, je n'ai pas besoin d'être musulman pour comprendre encore mieux qu'il y a des unes de Charlie qui puissent te gêner. Je n'ai aucun mal avec ça. J'ai dit, par contre, je voudrais te poser une question. J'ai dit, je voudrais te demander, si parmi les 20 personnes qui ont perdu la vie, 17 victimes innocentes et 3 tireurs qui ont fini par mourir, si parmi ces 20 personnes, il y avait eu la personne que tu aimes le plus au monde, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, aurais-tu préféré qu'il soit dans le rôle de la victime innocente ou dans le rôle du tireur qui a fini par mourir? Il m'a dit, vous pouvez reposer la question. C'est ce qu'en non-violence on appelle le pas de côté. C'est jamais A ou B. C'est jamais noir ou blanc. C'est jamais les bons ou les méchants. Vous avez toujours regardé cet objet comme ça, et puis un jour quelqu'un vient et vous dit, mais attends, on va le regarder d'une autre manière, s'il te plaît. J'aimerais bien qu'on prenne le problème d'une autre manière. Je lui repose la question, j'ai dit, aurais-tu préféré que ton frère soit dans le rôle de la victime innocente, de la personne, de l'agent de police qui faisait la circulation, de la grand-mère qui faisait ses courses, ou bien dans le rôle du tireur qui a fini aussi? Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 5 minutes, on était tous d'accord. Tous. Je préfère que mon frère soit dans le rôle de la victime innocente que dans celui du tueur qui a fini par mourir. On était tous d'accord. Ce rôle-là est beaucoup plus honorable. Ne pas être le tueur, c'est beaucoup plus digne. Ôter la vie de l'autre, c'est l'échec ultime pour le projet humain. Devenir meurtrier, nous dit la non-violence, c'est la plus grande défaite de l'être humain. En Corse, on dit « mieux vaut mourir que tuer ». La vie, c'est sacré. Le meurtre n'est pas négociable. Le meurtre n'est pas négociable. Que ce soit d'ailleurs celui d'un préfet ou autre. Le meurtre n'est pas négociable. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas une non-religion qui te donne l'ordre, qui t'invite ou qui t'encourage à porter atteinte à la vie de l'autre. Notre rêve, justement, c'est de sortir de cette dichotomie-là. Alors, qu'est-ce qu'on est, victime ou bourreau? Mais on veut être ni victime ni bourreau. On veut éviter à la victime d'être une victime, mais on veut aussi éviter au bourreau d'être un bourreau. Donc, c'est bien ça. Tu as droit à toutes les émotions, tu as le droit de... mais tu n'as pas droit à tous les comportements. Il y en avait un qui, je crois, qui dormait près du chauffage, vous savez. Je vous jure. Il a levé le doigt. Il a dit, monsieur, moi, si mon frère ait tué quelqu'un, c'est plus mon frère. Ah ben, j'ai dit, mais attends, mais... il m'a dit, mais c'est incroyable. J'ai dit, mais tu viens d'apporter la plus belle des conclusions. Il y a bien mieux à faire pour l'humanité, quoi. Donc ce troisième soi, il est donc possible. Je ne résiste pas à vous citer 3 petites phrases d'une psychanalyste française que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'honneur de rencontrer. C'est Marie Balmary. Dans un livre qui s'appelle La Divine Origine, elle écrit « Pour les tueurs comme pour les tués, le meurtre est mortel. Psychiquement, il est plus mortel pour celui qui tue que pour celui qui est tué. Si tu tues mon corps, tu tues mon âme. Tu tues ton âme, pardon. Mais qui a jamais pris l'initiative du meurtre
sans avoir été au préalable psychiquement assassiné. Et elle rajoute dans un autre ouvrage, je ne cherche pas l'assassin, je ne cherche pas seulement l'assassin, je cherche le meurtrier du meurtrier. Celui qui a tué en toi ce refus absolu de tuer quiconque. Qui a tué ça en toi? Ce sont les âmes mortes qui sortent les couteaux, quoi, et qui sortent les kalachnikovs. Qu'est-ce qu'on a tué en toi pour que tu en sois là? Bien évidemment, n'imaginez pas, je m'évertue là à excuser, à justifier, ou à... Je vous dis simplement comment ça fonctionne. Nous sommes justement dans cette période-là. Est-ce que, à ceux qui prennent des kalachnikovs, là, est-ce que quelqu'un leur a dit à 13 ans que la vie c'est sacré? Est-ce que quelqu'un leur a dit à 13 ans que le meurtre n'est pas négociable? Est-ce que quelqu'un leur a appris ça? Est-ce que le monde leur a appris ça? Bref, nous disposons de tous les savoirs. Nous disposons de toutes ces données, ces analyses, et les bibliothèques sont pleines de ça. Mais nous sommes distraits en permanence de l'essentiel, déroutés. Bref, aujourd'hui, par exemple, je constatais récemment en Allemagne, en parlant avec des professeurs, vous savez quelle est l'insulte ultime qu'on utilise dans des cours de lycée en Allemagne? C'est le mot Opfer, O-P-F-E-R, victime. Tu es ma victime. Vous voyez dans certains processus historiques ce que ça peut devenir. Tu es ma victime. Opfer, c'est d'ailleurs un mot qui est très souvent utilisé dans certains jeux vidéo. Je voulais vous apporter une très bonne nouvelle. C'est celle que nous apportent les neurosciences. Et je reviens à ce que tu disais en préambule, cher Thierry. Les neurosciences nous apportent de très très bonnes nouvelles. Je pense à tous les travaux des neuroscientifiques français, allemands, les universités de Californie, etc. Je pense à un mec comme Joachim Bauer, qui a écrit un livre qui n'est pas encore traduit en français, que j'ai eu la chance de voir traduit par une amie germanophone, qui s'appelle Schmerzgrenze. Ça veut dire douleur limite. C'est un concept très intéressant. Je vais y revenir. Que nous disent les neurosciences? Aujourd'hui, elles nous disent l'être humain, il a un cerveau social. Il a un social brain. Il a un egalitarian brain, un cerveau égalitaire. C'est-à-dire nous avons une aversion à l'injustice dans notre disque dur. Nous avons une aversion fondamentale à l'injustice. D'ailleurs, remarquez, hein, chez les ados, l'injustice, comment ça? D'accord? C'est notre équipement biologique. Les neurosciences nous disent notre besoin fondamental, c'est de coopérer, d'aider, de partager. Notre besoin fondamental, c'est l'égalité. C'est le programme qui va bien avec notre disque dur. Le désir d'égalité est une impulsion fondamentale dans l'être humain. C'est bien pour ça d'ailleurs que, même si nous vivons du bon côté de la planète, entre guillemets, nous ne sommes pas dans la joie profonde. Parce que la joie profonde, avec notre disque dur, il est fait pour que chacun sur cette planète ait droit à un verre d'eau, un toit, un travail, une dignité, une paix. Est-ce que c'est le cas? Non. Et inconsciemment, nous ne sommes pas dans la joie profonde. Parce que nous savons que ça n'est pas le cas et que ça perturbe profondément notre équipement biologique. Les neurosciences nous parlent de l'exclusion. C'est très intéressant, vous allez voir. Elles nous disent le sentiment d'appartenance est pour l'être humain un besoin fondamental. Nous avons besoin d'appartenir à une famille, à un groupe, à une société. Nous avons besoin du port d'attache. Tous, nous avons besoin. Le port d'attache, pendant 9 mois, nous sommes dans le ventre de notre mère, c'est notre premier port d'attache. Puis après, nous découvrons l'autonomie. L'autonomie, il s'enracine dans cet attachement-là. Plus le port d'attache est fort, plus l'autonomie va être... Le port d'attache, c'est l'endroit où l'on m'aime parce que je suis qui je suis. Tu es blanc, tu es noir, tu es pauvre, tu es riche. Le port d'attache, c'est ça. Moi, quand je vais dans mon petit village, les gens, c'est pas Bercy qui regarde les disques d'or, les trucs. Non. C'est l'enfant du village qui est né là, qui partage, qui rentre. Il ne parle que de ça, il ne parle pas des disques d'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le port d'attache. Et tu es aimé pour ce que tu es. Et pour ce que... Bref. Donc, et c'est d'ailleurs ça que le port d'attache, il est très intéressant, parce que justement, c'est là où vous vous enracinez. Et plus j'ai de racines, plus j'ouvre les bras. Moins j'en ai, plus j'ai peur. J'ai envie de dire, moins j'en ai, plus je vote l'exclusion. Et oui, c'est un réflexe de peur. Par contre, plus je suis bien dans mon port d'attache, plus je... etc. Bref, aujourd'hui, vous voyez bien que psychologiquement, nous vivons sans port d'attache. Le village, le quartier, la famille, toutes ces offres-là, elles sont affaiblies, non? Nous sommes bien d'accord là-dessus, non? Souvent, nous sommes dans des bidonvilles moraux de solitude. Il n'y a plus que le 15 pour avoir quelqu'un à qui parler, quoi. Vous imaginez? Donc, nous vivons dans ces bidonvilles. Alors, et les neurosciences nous disaient bien, figurez-vous,
que le fait d'être rejeté, le fait d'être exclu, pour le cerveau, c'est perçu comme une menace de mort. Dans notre cerveau, quand je suis exclu, quand je suis inutile, que je n'ai pas la place, c'est comme une menace mortelle. C'est un signal d'alarme d'une même intensité. C'est ce que Joachim Bauer appelle la douleur limite. Je suis en douleur limite. Je suis exclu, je n'ai pas ma place. Cette société n'est pas faite pour moi. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pourriez imaginer, même si nous n'avons pas de chiffres, mais nous n'en avons pas besoin, combien notre monde aujourd'hui il produit de gens qui sont ignorés, déclassés, inutiles, qui ne sont bien ni chez eux ni chez nous, qui sont blessés, qui ne connaissent que la puissance de l'impuissance et qui sont dans la douleur limite. Je n'ai pas ma place. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les gens en douleur limite deviennent des tyrans, des tireurs, mais il y a une infime proportion chez qui ça peut prendre ça. Savez-vous qu'en France, il y a 220 000 tentatives de suicide par an? D'accord? Ça veut dire une toutes les 30 secondes, je crois. Vous voyez ce que ça veut dire? Je suis en douleur limite. Et forcément, ma réaction, ce n'est pas de m'en prendre aux autres, mais je m'en prends à moi. Je n'ai plus aucune auto-empathie, plus aucune auto-estime. Je suis une merde, je suis rien. Et je m'en prends à moi. Et ma vie ne vaut rien. Et d'ailleurs, je n'ai aucun avenir, etc. Ça veut dire que ne pas être voulu, ne pas être désiré, ne pas avoir sa place, c'est aussi fort qu'une persécution. Alors, il y a aussi des exemples où on voit d'autres dysfonctionnements. On n'est pas équipé pour le conflit. L'épreuve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans un lycée, je peux tuer un camarade pour une histoire de casier. Je suis en douleur limite pour un rien, pour la place de parking tout à l'heure. Tu prends la place, oh! Et là, c'est parti. Hein. Je suis en douleur limite pour un rien. Parce que l'être humain n'est peut-être pas fait pour subir les taux de stress qu'il subit aujourd'hui, les taux de peur, les taux d'incertitude, les taux d'exclusion, etc. Et voyez comment, justement, dès qu'on est conscient de ça, ça ne veut pas dire qu'on excuse, mais on comprend mieux comment dans cet ordinateur ultra puissant que nous avons là, ça peut prendre des dimensions incroyables. Alors vous avez beau condamner tout ce que vous voulez, hein, vous avez beau dire, sauf que vous n'arrêtez pas le phénomène. Donc, la non-violence ne serait pas fatale, elle ne serait pas génétique. La violence ne serait pas fatale, génétique. La violence n'est pas notre nature. Elle est une violation de notre nature. Elle est un désespoir du système. Les sciences aujourd'hui viennent confirmer la non-violence. Notre besoin fondamental, c'est autre chose, c'est l'empathie. L'empathie, c'est le levain de la non-violence. Des fois, on me dit, mais Jean-François, qu'est-ce qui t'a passionné? Pourquoi tu te passionnes pour ça? Mais je vais vous dire pourquoi. Je donne toujours 3 raisons. La première, c'est que j'ai grandi dans un petit village. Le village, la ruralité, c'est la même partout dans le monde. Vous avez beau être en Auvergne, dans les Cévennes, partout. C'est quoi? Mutualité, coopération, entraide, don contre don. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein. Non. Mais moi, dans mon village, j'entendais dire « je vais mieux quand tout le monde va mieux ». Ah, je vous jure, c'est un programme politique. Hein. Je vais mieux quand tout le monde va mieux. Attends, mais ça, c'est révolutionnaire, ce truc-là. Ma mère avait une épicerie, elle disait aux gens qui venaient « pagarede quando bobuede ». Vous paierez quand vous pourrez. Vous voyez le changement? Si on retrouve 1 millième de ça, on change le monde. Hein. Moi, aujourd'hui, si j'ai plus de carte bleue à Paris, je suis un SDF. Et tous, vous avez perdu votre code, c'est bon, hein, vous avez intérêt à vous débrouiller. Hein, je ne sais pas comment... Bref, donc vous voyez ce monde. Et pourtant, on a besoin de ça. Donc je dis, le village qui m'a nourri. Le village, c'est l'empathie. Hein, tu partages la joie, tu partages la peine. L'empathie, c'est le levain de la non-violence. J'évoque ensuite... Bien sûr, des raisons autres, j'ai découvert très tôt cette revue alternative non violente, etc. J'ai revu. Bon, et puis la Corse aussi. Hein. Je n'en ai pas parlé, mais la Corse est une région qui vous interroge de ce point de vue-là. La Corse dans la violence qu'elle a subie dans son histoire et la contre-violence qu'elle a commise. Et vous voyez bien qu'entre les deux, il y a à la fois la vérité de ce que j'ai subi, mais quand tu utilises ces armes-là pour répondre, tu crois que ça libère? Les armes ne libèrent pas. Les armes t'emprisonnent. Elles t'enferment. Et en plus, tu vas payer très cher. Et ce sont souvent d'ailleurs les plus vrais, les plus sincères, les plus blessés qui vont payer très cher. Et vous voyez la tragédie. C'est-à-dire que la violence, elle nous condamne à échouer. Alors, je ne sais pas, Thierry, où on en est. Est-ce que j'ai encore... et je me demande si je m'arrête là j'aurais quand même voulu juste vous dire que la non-violence est aussi la non-violence active, celle qui passe aux actes.